Monsieur le rapporteur général, messieurs les sous-directeurs, mes chers collègues, nous en venons à notre audition destinée à faire le point sur les mesures budgétaires et fiscales mises en œuvre pour répondre à la hausse des prix de l'énergie. Après la crise sanitaire et ses répercussions sur l'économie, les ménages et les entreprises ont en effet dû affronter un nouveau péril, celui de la crise des prix de l'énergie. Dans la foulée de la flambée des prix du gaz et en raison des modalités de formation des prix sur le marché européen et en raison des prix de l'électricité se sont donc envolés pour atteindre des niveaux sans précédent. En France, cette situation a été aggravée par des productions d'électricité nucléaire et hydraulique historiquement faibles. Ainsi, pour la première fois depuis 4 décennies, sur le marché européen de l'énergie, la France a été importatrice nette d'électricité en 2022. Face à cette situation, l'État ne pouvait rester sans réaction et une nouvelle forme de quoi qu'il en coûte, non plus sanitaire mais cette fois-ci énergétique, a été déployée à travers une série de mesures budgétaires dont les premières ont été votées dès la fin de l'année 2021. Il s'agit évidemment des boucliers tarifaires 2022 puis 2023 sur les prix du gaz et de l'électricité, amortisseurs et même désormais sur-amortisseurs relatifs aux contrats de fourniture d'électricité des TPE, PME, remise puis indemnité carburant, chèque énergie exceptionnel, chèque fuel domestique, chauffage au bois, etc. Le coût total de ces mesures se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Pour 2023, le coût des boucliers tarifaires à eux seuls a été évalué à environ 50 milliards d'euros en fin d'année dernière. La taxation des superprofits a également suscité de nombreux débats. Si les mesures votées en loi de finances pour 2023 ne vont pas aussi loin que certains d'entre nous auraient souhaité, cette année doit cependant voir se déployer 2 contributions temporaires destinées à capter les bénéfices exceptionnels engrangés du fait d'effets d'aubaine liés à la crise par certains acteurs du secteur énergétique. La contribution sur la rente inframarginale d'électricité, ainsi que la contribution temporaire de solidarité, parfois appelée de manière un peu simpliste taxe totale, sont ainsi les déclinaisons nationales des dispositifs fiscaux européens prévus par un règlement d'octobre 2022. Au regard des enjeux, avec le rapporteur général et au nom de la Commission des finances, nous avons souhaité conduire un suivi et un contrôle détaillé de la mise en œuvre de ces mesures fiscales et budgétaires. Les ministères économiques et financiers nous avaient d'ailleurs promis, suite à notre demande, un compte-rendu mensuel sur ces dispositifs. Nous sommes toujours dans l'attente de ces éléments. Dans l'immédiat, et pour répondre à nos interrogations, je remercie vivement M. Mathieu Deconinck, sous-directeur, j'espère que je le dis prononce à peu près bien, sous-directeur chargé de la fiscalité des transactions, de la fiscalité énergétique et environnementale à la direction de la législation fiscale, entre nous la DLF, et Timothée Furoy, sous-directeur des marchés de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat, de s'être rendu disponible pour cette audition qui, je le rappelle, fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Sans plus attendre, je vous cède donc la parole, Monsieur Timothée Furoy, pour que vous puissiez nous présenter les dernières évolutions et perspectives relatives au prix de l'énergie, ainsi qu'un premier bilan et une actualisation des coûts des mesures budgétaires mises en œuvre pour soutenir les ménages et les entreprises. Certains dispositifs ont en effet été récemment renforcés pour notamment protéger les TPE grosses consommatrices d'électricité, en particulier, on se souvient du secteur de la boulangerie. Monsieur Furoy. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Alors effectivement, comme vous l'avez très bien introduit, depuis l'été 2021, globalement, les prix sur les marchés du gaz ont commencé à augmenter.
entraînant avec eux la hausse des prix de l'électricité, ce qui a conduit le gouvernement à prendre des mesures successives. Si vous vous souvenez, la première mesure qui avait été prise en septembre 2021, il me semble, c'était l'envoi d'un chèque énergie exceptionnel pour faire face à la hausse des prix. Puis celle-ci s'est poursuivie, puis s'est accentuée au fil des mois, avec en particulier le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine en février 2022. Les premières mesures qui avaient été prises, donc je vais essayer de les résumer simplement, puis pour en venir à celles qui sont actuellement mises en œuvre. Donc la première mesure qui avait été prise sur les boucliers tarifaires, c'était le gel des tarifs réglementés d'Engie à partir du mois de novembre 2021 par un décret. Et s'en était suivi en loi de finances pour 2022 un dispositif de bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz qui, je dirais, inscrivait dans la loi le gel des tarifs réglementés d'Engie à leur niveau d'octobre 2021, s'agissant du gaz, et mettait en place un dispositif de compensation des fournisseurs pour que l'ensemble des fournisseurs, donc l'opérateur historique Engie pour ses TRV, mais les autres fournisseurs, et aussi Engie d'ailleurs pour ses offres de marché, un dispositif de compensation qui leur permette de eux aussi maintenir des prix compétitifs aux tarifs réglementés gelés à leur niveau d'octobre. Concrètement, le dispositif qui était en place, et qui d'ailleurs est toujours celui qui est en place aujourd'hui, consiste à verser aux fournisseurs une compensation qui est égale à l'écart entre le niveau du tarif réglementé tel qu'il se serait appliqué sans gel tarifaire, et donc qui aurait, s'agissant du gaz, évolué tous les mois en fonction de l'évolution des prix du gaz sur les marchés, et le niveau du tarif réglementé gelé. Donc avec cette aide, les fournisseurs peuvent, partant du principe que leurs offres sont compétitives théoriquement avec le tarif réglementé non gelé, offrir à leurs clients un niveau de prix qui est équivalent au niveau du tarif réglementé gelé. Et c'est ce dispositif qui est en place donc depuis le mois de novembre 2021 sur le gaz et depuis le 1er février 2022 sur l'électricité. Les dispositifs ont connu au fil du temps quelques évolutions, notamment sur le gaz. Au départ, les seules offres éligibles étaient les TRV et les offres indexées sur les TRV, puisque à l'origine, à l'automne 2021, la situation telle qu'on la voyait sur les marchés, c'était un pic de prix du gaz sur l'hiver et une redescente des prix du gaz à partir du printemps pour revenir à des niveaux un peu équivalents à ceux de l'été 2021. Et donc, ce qui était anticipé, c'était une bosse et donc le gel tarifaire pour passer la bosse. Évidemment, le contexte international avec, comme je le disais, la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée début 2022 a changé assez fondamentalement les perspectives, et donc les prix ne sont jamais redescendus au niveau antérieur en 2022. Et donc le dispositif a été maintenu, évidemment, prolongé, et il a été élargi à d'autres types d'offres, notamment les offres à prix fixe, puisque au départ, on pensait que c'était une crise temporaire, et donc les offres à prix fixe protégeaient déjà les clients qui avaient ce type de contrat, puisque donc, leur prix étant fixe, ils n'étaient pas impactés par la hausse des prix du gaz sur les marchés. La hausse des prix sur les marchés étant vue initialement comme temporaire, il était considéré que les offres à prix fixe allaient permettre de protéger les clients le temps que la crise passe. Donc évidemment, ça n'a pas été le cas. Et donc ensuite, le bouclier tarifaire prévu par le dispositif législatif a été élargi à l'ensemble des offres. C'est le cas désormais aujourd'hui.
Donc en gaz, il a été prolongé par la loi de finances rectificative à l'été dernier sur la fin de l'année 2022. Il a été prolongé sur l'année 2023 par la loi de finances pour 2023 adoptée en fin d'année dernière, avec un dispositif donc, qui est vraiment dans la continuité jusqu'au 30 juin 2023 et un dispositif qui change un peu au second semestre 2023, puisque la loi de finances prévoit la faculté pour le gouvernement de poursuivre un dispositif d'intervention sur les prix, mais qui ne repose plus sur la référence du tarif réglementé de vente du gaz, puisque celui-ci disparaît au 30 juin 2022, mais sur une autre référence d'approvisionnement, sur laquelle la CRE a délibéré en début d'année, qui est une référence d'approvisionnement qui ressemble en fait à celle du tarif réglementé du gaz. Et donc le principe prévu par la loi de finances pour 2023 sur le second semestre 2023 est le même, c'est une compensation aux fournisseurs entre un approvisionnement théorique qui représente un approvisionnement de marché et un prix bloqué qui représente, si vous voulez, l'équivalent du tarif réglementé gelé d'aujourd'hui, à la différence par rapport à aujourd'hui que le dispositif prévu en loi de finances pour le second semestre est un dispositif plafond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par construction, il n'y a pas de tarif réglementé qui soit gelé puisqu'il n'y en a plus, mais il y a l'obligation pour les fournisseurs de répercuter une aide si le prix de marché dépasse le prix bloqué de référence. Si par ailleurs le prix de marché devenait en dessous, passait en dessous du prix bloqué, eh bien c'est celui-ci qui s'appliquerait. Parce que dans le contexte, et je pense que c'est important aussi dans l'échange qu'on aura sur les chiffres, donc les prix du gaz se sont envolés très fortement, enfin les prix de l'électricité aussi d'ailleurs, pour atteindre un sommet à l'été, en août-septembre 2022. Depuis, ils redescendent progressivement, si bien qu'aujourd'hui, le niveau du tarif réglementé du gaz non gelé n'est plus si éloigné du niveau du tarif réglementé gelé, alors que ce n'était pas la vision qu'on anticipait à l'automne dernier quand le PLF a été construit et débattu, donc typiquement sur le gaz, vu d'aujourd'hui, mais encore une fois, les choses, on a vu, peuvent changer de manière très importante en très peu de temps. Vu d'aujourd'hui, les dépenses sur le gaz pour l'année 2023 seraient plus faibles que celles qu'on pouvait anticiper à l'automne dernier, compte tenu de ce retour à des prix du gaz sur les marchés plus proches des niveaux du tarif réglementé gelé. S'agissant de l'électricité, donc c'est des dispositifs très similaires qui ont été mis en place. Un dispositif de bouclier tarifaire, alors qui, depuis le début, a été conçu pour couvrir toutes les offres de marché pour les clients éligibles au TRV, c'est-à-dire donc les clients résidentiels et puis les clients qui emploient moins de 10 personnes, font moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on peut assimiler à des TPE, que ce soit des structures privées, des entreprises ou des collectivités ou tout organisme de droit public. Donc le bouclier tarifaire en électricité, donc il s'applique à toutes les offres de ces personnes éligibles depuis l'origine, et il consiste comme en gaz en une aide qui est égale à la différence entre le tarif réglementé non gelé, tel qu'il se serait appliqué, je dirais, normalement, et le niveau du tarif réglementé gelé, donc qui a été au 1er février 2022 bloqué la hausse à 4% TTC en moyenne, et qui a été et dont la hausse a été bloquée à 15% TTC au 1er février de 2023. Voilà, donc ça ce sont les dispositifs, je dirais, de bouclier tarifaire.
à côté de ça, et peut-être avant d'en venir à l'amortisseur, il y avait des situations, notamment de ménages, qui, parce qu'ils sont dans des habitats collectifs, ne bénéficient, n'ont pas eux-mêmes un contrat direct avec un fournisseur de gaz ou d'électricité. C'est leur copropriété, c'est leur organisme HLM qui a, lui, un contrat de gaz ou d'électricité pour chauffer le logement. Donc ces ménages, si vous voulez, payent leur facture d'énergie dans leur charge et pas directement. Et donc comme ils ne sont pas la contrepartie du fournisseur, ils ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire prévu par le dispositif législatif. Et donc pour ces cas-là, il a été mis en place ce qu'on a appelé les boucliers collectifs, un habitat collectif pour le gaz dans un premier temps, puis pour l'électricité, qui réplique pour les contrats des organismes qui gèrent ces immeubles le même système d'aide, c'est-à-dire une aide qui est égale à la différence entre le niveau du tarif réglementé et le niveau du tarif réglementé non gelé, et que ces opérateurs, dont ces opérateurs bénéficient in fine et qu'ils répercutent dans les charges de leurs résidents. Donc ces dispositifs, à la différence des dispositifs de bouclier tarifaire de la loi de finances, qui sont des dispositifs dans lesquels le prix est directement baissé, et donc vous voyez sur votre facture, je dirais en temps réel, l'effet sur le prix, les dispositifs collectifs, ce sont des guichets d'aide ex post qui sont gérés par l'ASP, l'Agence des services de paiement, et donc qui sont organisés périodiquement, concrètement, globalement tous les 6 mois, une aide pour le semestre écoulé pour les organismes qui ont droit. C'est les fournisseurs qui font la demande d'aide auprès de l'ASP pour le compte de leurs clients. Donc les ménages, eux, pour bénéficier de ça, n'ont rien à faire. Il faut que le gestionnaire de l'habitat, lui, se déclare. Il y a un système d'attestation auprès de leurs fournisseurs, et les fournisseurs font les démarches pour obtenir une aide, la répercutent sur la facture de l'organisme qui lui-même le déduit des charges à payer aux ménages. Donc voilà, ça, ce sont les dispositifs, je dirais, tarifaires ou de réduction de facture pour les ménages. En complément de ça, il y a eu plusieurs chèques énergie exceptionnels. Je l'ai déjà dit, il y en a eu un en fin d'année de 2021. Et il y en a eu plusieurs en 2022. Un chèque exceptionnel pour 12 millions de ménages en fin d'année 2022. Un chèque exceptionnel pour les ménages qui se chauffent au bois. Et un chèque exceptionnel pour les ménages qui se chauffent au fioul et qui ont été distribués et qui sont donc en cours d'utilisation. Et j'en termine peut-être pour cette introduction par le dispositif qui a été plus spécifiquement mis en place pour les entreprises en électricité. Et donc c'est le dispositif d'amortisseur qui a été prévu par toujours l'article 181 de la loi de finances pour 2023 et qui consiste aussi en une réduction de prix pour certaines catégories de clients professionnels qui sont éligibles. Alors les catégories de clients qui sont éligibles à l'amortisseur, ce sont les PME, les TPE qui disposent de conditions tarifaires particulières à l'amortisseur, j'y viendrai, les structures de taille équivalente à des PME d'une manière générale, les structures qui n'ont pas principalement une activité économique, c'est-à-dire dont les recettes sont majoritairement publiques, et les collectivités locales et leurs groupements. L'amortisseur, c'est un dispositif qui est un peu différent des boucliers tarifaires, dans le sens où ce n'est pas une aide forfaitaire sur l'ensemble de la consommation. C'est une aide qui porte sur 50% de la consommation et qui est égale à l'écart entre le prix du contrat, tel qu'il aurait dû être acquitté sans aide,
et 180 € par mégawattheure, avec pour les TPE un plafonnement en fait, du prix à 230 € par mégawattheure hors taxe, hors TURP, ce qui fait l'équivalent du 280 € par mégawattheure dont on entend plus souvent, plus communément parler. Voilà, ce dispositif s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les clients doivent se signaler auprès de leurs fournisseurs en attestant qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories. Et ensuite, les fournisseurs appliquent directement sur la facture le dispositif. Donc, c'est ce qui a été fait jusqu'à... Alors, je ne sais pas si j'ai les derniers chiffres, mais en tout cas, il y a quelques jours, disons, le nombre d'attestations collectées était supérieur à 850 000, si je ne me trompe pas. Et donc, les fournisseurs ont déjà appliqué l'amortisseur sur les factures, les premières factures de l'année 2023 pour les clients, évidemment, qui se sont signalés auprès d'eux. Monsieur le Président, je m'arrête là pour l'introduction. Ça va beaucoup mieux. Merci, Monsieur Furoy. Peut-être déjà vous pourriez préparer la question de savoir si vous avez des éléments chiffrés sur budgétaire, puisque nous, en Commission des finances, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir si par rapport aux prévisions qui ont été faites sur le coût de ces mesures, si on est dans les clous, pas dans les clous. Alors vous avez donné des éléments en disant que par exemple le prix du gaz avait était revenu vers des prix donc ce qui signalerait peut-être un coût moindre pour l'État. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser ça tout à l'heure, préparer tranquillement, mais ça m'étonnerait que la rapporteure spéciale et le rapporteur général ne vous questionnent pas un peu plus précisément sur ces points, puisque n'ayant pas eu encore donc la chance de bénéficier de chiffres officiels, au moins que votre présence nous permette d'approcher un peu les choses. Bien, donc je cède maintenant la parole à Monsieur Mathieu de Koning pour que vous nous renseigniez sur les dispositifs fiscaux, la contribution sur la rente inframarginale, contribution temporaire de solidarité, d'excellents sujets. Merci, monsieur. Pour nous mettre en appétit. Bonjour à tous. Donc, la fiscalité a fait partie des outils qui ont été utilisés dans le cadre de la gestion de la crise de l'énergie. Il y a eu essentiellement 3 mesures. La première, vous ne l'avez pas mentionné, mais effectivement, elle est très simple et je n'y reviens pas, c'est un alignement au niveau de taxation minimum du tarif d'accise sur l'électricité, qui avait l'avantage d'être une mesure à peu près générale et qui concernait à la fois les particuliers, les professionnels et une grande partie de l'industrie. Et vous avez eu sur le volet recettes, 2 volets fiscaux qui sont les deux issus d'un texte européen adopté en urgence à l'automne dernier. Donc un qui, au niveau européen, était un dispositif explicitement fiscal, qui est la contribution de solidarité sur les opérateurs pétroliers, sur laquelle je ne m'appesantirai pas, puisque effectivement en France nous avons quelques raffineries qui sont un petit peu et qui ont été un petit peu bénéficiaires, mais qui par le passé avaient des pertes et donc pour lesquelles le rendement tel qu'il était estimé n'était pas dans des montants qui correspondaient au profit de l'entreprise qui réalise l'essentiel, enfin en tout cas du groupe qui réalise l'essentiel de ses bénéfices en dehors de France. Le second dispositif, beaucoup plus massif, n'était pas au niveau européen un dispositif fiscal, hein, c'était un dispositif de régulation du prix qu'en France, pour un ensemble de raisons qui s'expliquent assez bien, nous avons choisi de traduire par un dispositif fiscal. Donc ce dispositif, c'est le plafonnement à hauteur de 180 € du mégawattheure, du prix de enfin pas du prix d'ailleurs, des revenus de l'électricité. Ça n'était pas un plafonnement du prix, hein, les règles du droit de l'Union l'interdisaient, c'était bien
un plafonnement des revenus, à savoir quand un opérateur, quand un producteur d'électricité vendait son électricité au-delà de ce seuil, le droit européen imposait aux États membres de récupérer le surplus. Donc ce dispositif a été mis en place au niveau national via la contribution sur la rente inframarginale d'électricité, qui est un outil assez complexe sur le plan de la technique fiscale, mais on pourra y revenir dans le détail si ça vous intéresse. Les points essentiels sur lesquels je veux insister, c'est que le dispositif au niveau national a été plus étendu, plus ambitieux et plus fort que celui qui était prévu au niveau européen, puisque effectivement, il s'est appliqué sur une période plus longue. Le droit européen prévoyait une application sur 7 mois de décembre 2022 à l'été 2023. Au niveau national, il a été prévu pour durer 18 mois, hein, c'est-à-dire il a démarré au début du mois de juillet 2022, essentiellement d'ailleurs pour répondre à une problématique spécifiquement française qui a été la résiliation en masse d'un certain nombre de contrats d'achat sur lesquels la Commission de régulation de l'énergie avait alerté le gouvernement et qui pesait très fortement sur les finances publiques. Le deuxième aspect, c'est les seuils. Le droit européen prévoyait des seuils, un seuil uniforme de 180 € du mégawattheure. Au niveau national, comme l'ont d'ailleurs fait beaucoup de nos voisins européens, on a choisi des seuils différenciés par technologie et à un niveau assez inférieur à 180 € du mégawattheure. Globalement, ils étaient plutôt autour de 100 € du mégawattheure. Le dernier point est celui du champ des technologies concernées, puisque au niveau national, nous avons fait le choix de taxer les technologies fossiles, charbon mis à part pour les raisons que l'on connaît bien. Là encore, ça s'explique par une spécificité du marché français, dans lequel le prix de l'électricité fabriquée avec le gaz a fait l'objet d'une certaine décorrélation avec le coût du gaz. Donc, ça a été documenté notamment par la Commission de régulation de l'énergie à l'été dernier, mais il s'avère qu'il y a eu, pour tout un tas de raisons, notamment liées à des effets de marché, mais aussi à la réduction du parc nucléaire, des effets de rente inframarginale sur les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel. Et donc, il a été fait le choix en France de taxer, d'inclure ces producteurs dans le champ de la contribution. Voilà, j'en resterai là à ce stade. Merci. Merci, messieurs. Je vais donner la parole à notre rapporteur spécial, Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, comme vous le souleviez, on attendait aussi un certain nombre d'éléments chiffrés. Vous avez évoqué le coût des différents dispositifs, mais pour revenir sur la contribution sur la rente inframarginale, on avait été assez chiffonné des chiffrages qui avaient pu être faits de certains sous-amendements adoptés par le Sénat. Vous ne nous avez rien dit aujourd'hui, effectivement, des recettes escomptées pour chacune des filières. Alors peut-être que vous ne disposez pas encore des éléments, mais en tout cas, c'est des chiffres qu'il faudra nous communiquer. On aurait aussi aimé savoir le nombre d'installations qui étaient finalement sorties de l'obligation d'achat avant la fin de leur contrat. Est-ce qu'il y avait eu un mouvement de sortie accentué au moment de la décision d'installer la contribution sur la rente inframarginale, ou si tout avait déjà eu lieu précédemment, sachant qu'en plus cette rente a eu un effet rétroactif. Enfin, donc voilà, ça aurait été intéressant d'avoir des éléments là-dessus. Et ensuite, alors pour revenir aussi sur les autres dispositifs qui ont été évoqués précédemment, et notamment par Timothée Furoy, au moment des discussions du PLF, un certain nombre de collègues avaient fait état en fait de dispositifs qui étaient pas accessibles. En tout cas, il y avait des trous dans la raquette et des gens qui n'étaient pas concernés. On avait notamment parlé du chauffage électrique
électrique collectif, et donc vous nous avez exposé le dispositif qui avait été mis en place. Les boulangers avaient été cités à de multiples reprises. Aujourd'hui, avec 3 mois de retard, de retour d'expérience sur les dispositifs votés en loi de finances, est-ce que vous avez eu connaissance de d'autres secteurs qui auraient été oubliés malgré l'ensemble du panel d'éléments qui a été mis en place? Et si oui, quels sont les dispositifs correctifs que vous pourriez mettre en œuvre avec le cadre réglementaire? Et si le cadre réglementaire ne le permettait pas, est-ce que un véhicule législatif serait envisagé à court ou moyen terme? Est-ce que vous avez aussi le sentiment que ces dispositifs ils sont bien connus des bénéficiaires, parce que ce n'est pas forcément le ressenti qu'on peut avoir en étant encore sollicité par des boulangers, mais pas que par eux. Sur les dispositifs qui ont pris la forme de chèques, moi j'observe que le chèque énergie, qui est pourtant un dispositif ancien, on a un taux de recours qui, dans les meilleures années, avoisine les 87%. On est venu démultiplier ce dispositif en utilisant un chèque bois, un chèque fuel, un chèque... Donc, quel est le taux de recours de ces chèques? Ensuite, pareil, au moment du PLF, j'avais mis en avant qu'il existait en fait un effet un peu dissuasif pour les consommateurs d'avoir accès à des tarifs vertueux. Je parle ici des tarifs dissociant air plein, air creuse, puisque finalement, les consommateurs avec tarifs différenciés avaient subi une hausse qui pouvait aller jusqu'à 11%, quand le gouvernement avait annoncé une hausse maximum des tarifs de 5%. Et finalement, les consommateurs en 100% heure pleine avaient, eux, en moyenne, plutôt une hausse de 4%. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un nouveau design des tarifs tempo, des tarifs air plein, heure creuse. Est-ce que vous avez pu répondre à l'ensemble de ces difficultés dans la hausse qui a été annoncée de 15% en moyenne depuis le 1er février? Et enfin, une dernière question qui va concerner le dispositif d'aide aux collectivités, puisque là aussi c'est un sujet qui avait été largement abordé. J'ai vu passer une circulaire d'application qui dit que le seul compte prix sera le compte énergie. Donc comment notamment allez-vous traiter les services très consommateurs, je pense ici aux piscines, qui ne sont pas forcément gérés en régie par les collectivités, donc dont les dépenses ne passent pas par des comptes énergie, mais passent par des comptes 63 de subventions, subventions d'équilibre ou subventions au budget annexe, enfin suivant la forme, mais en tout cas on n'est pas sur un compte énergie. Et donc ça veut dire que cette part-là, qui est quand même payée par les collectivités, n'est captée nulle part. Et les dispositifs d'amortisseurs et autres ne viennent prendre qu'une toute petite partie du surcoût de facture, et donc derrière c'est les collectivités qui payent. Bien, je vous avais dit, monsieur Roy, que ce ne serait pas une partie de plaisir. Donc les premières questions le montrent. Et comme le rapporteur général n'est pas en manque, nous poursuivons. Oui, je vais d'abord vous remercier, messieurs, mais je vais rajouter une pièce dans le dispositif pour vous dire que, à la fois avec... alors, je sais que les temps sont difficiles, mais ils sont difficiles pour vous et pour nous. Et je vous le dis tout de suite, l'État n'est pas au rendez-vous des obligations que nous avions prises en accordant la confiance à l'aveugle, puisque quand on a voté dans la nuit, alors je ne sais plus de quelle nuit, mais enfin il était 2 heures du matin, voilà, du 2 décembre, grande date historique, mais enfin bon, nous avions fait confiance, et aujourd'hui vous êtes les premiers à venir, et donc nous avons besoin, on avait un engagement de l'État qui était de faire un point mensuel. On est à la fin du 3e mois, on a eu 0 point. Voilà, donc très honnêtement, je le dis, et pendant tout ce temps, et les questions que vous venez d'avoir de la part de notre rapporteure spéciale Christine Lavarde ne font que démontrer, je vais en avoir quelques-unes en plus, le besoin que nous avons, ensemble d'ailleurs, l'État par les dispositifs qu'il a mis en place, d'avoir un retour pour mesurer la pertinence de certaines mesures, et puis parfois la moindre réussite ou les échecs. C'est pas un drame, chacun comprend, on corrige, on améliore ce qui fonctionne bien, et puis parfois on arrête ce qui fonctionne mal. Donc premier sujet
effectivement, c'est d'avoir un état des lieux aujourd'hui. Et je pense qu'il faut très vite le communiquer et qu'on puisse faire un suivi mensuel, comme on a été convenu, sur le bilan des différents dispositifs, mais notamment celui de la remise carburant, qui a un vrai coût budgétaire. Regardez ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Les médias ont régulièrement dit que c'était de l'ordre de 50%. La représentation nationale aimerait avoir et exige d'obtenir ces documents parce que c'est assez incompréhensible que ce soit les médias qui soient les destinataires prioritaires. Ou alors, à ce moment-là, il faut écouter les médias et la rue. Je le dis parce que c'est en écho au sujet d'aujourd'hui. Deuxième sujet, sur les entreprises. Sur les entreprises, moi j'observe, et de ce que vient de dire Christine Lavarde, mais un certain nombre de collègues doivent être dans le même cas de figure, on a un certain nombre de petites entreprises qui se trouvent en réelle difficulté parce qu'elles sont, alors ça peut être des boulangers, ça peut être des restaurateurs, ça peut être un certain nombre d'opérateurs. En fait, ils ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés et ils ont eu des coûts, une explosion de leurs coûts d'énergie. Je le dis avec certains opérateurs, moi j'ai un cas en tête, donc pour une fois je vais le donner à peu près de tête. Lorsqu'au mois, à mi-octobre, il y a une envolée des coûts de l'énergie, les fournisseurs d'énergie viennent au-devant de leurs clients, c'est logique puisque le contrat arrive à échéance, font des offres en disant mais alors oui ça augmente mais ce sera encore pire après, et vous lient pour parfois des contrats de 3 ans. Explosion, c'est intenable. Donc il y a deux formules. Soit l'entreprise va déposer le bilan uniquement pour ce motif, soit on trouve une solution. Est-ce qu'elle peut sortir, dans quelles conditions, etc. Comment tout ça peut être révisé? Vous allez me dire c'est l'affaire des fournisseurs. Non, oui. Et quand c'est le fournisseur qui se trouve être avec une très forte participation de l'État, il me semble que l'État doit regarder et ne peut pas se défaire de son obligation. Donc, quelles mesures de soutien, de quelle manière les choses peuvent être révisées, revues. Je pense que c'est important parce que c'est la vie concrète d'un certain nombre d'acteurs économiques, de chefs d'entreprise modestes qui ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir continuer à travailler. Sur la contribution de la rente inframarginale, Christine Lavarde a évoqué le dispositif et donc les conditions dans lesquelles nous avons été amenés à voter. Aujourd'hui, voilà où on en est dans le bilan, dans l'évolution, quels développements ont eu lieu depuis la mise en œuvre et l'examen au Parlement. Le dispositif a-t-il trouvé sa vitesse de croisière et quelles seront les prochaines étapes de mise en application? Enfin, dernière question, c'est sur le rendement prévisionnel de la contribution temporaire de solidarité. Il ne nous a pas échappé qu'entre l'Institut des politiques publiques et Bercy, il y avait comme un écart sur l'évaluation entre 200 millions d'euros et 7 milliards. Alors on avait déjà eu un petit aperçu lorsque les estimations d'un amendement ou d'un sous-amendement de Christine Lavarde, on nous avait annoncé comme ça, du coup, autour d'1 milliard, et puis 2 jours après, en 48 heures, c'était passé à 6 milliards, sans qu'on ait, en dehors de la rumeur, le début du commencement d'une estimation. Donc, quelles sont les raisons de cet écart? Est-ce que vous pouvez nous les justifier? Et quel est le détail des secteurs que cette contribution va cibler, notamment la répartition entre les principaux contributeurs, notamment entre Total Energy et les autres ou les principaux raffineurs actifs sur le territoire national. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, nous vous proposons de répondre d'abord à cette petite série de questions avant d'ouvrir le débat général. C'était Koning, oui.
Oui, donc je vais répondre sur le volet recettes, en commençant, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur général, par votre demande de précision sur la mise en application de la contribution sur la rente inframarginale. Donc cet impôt, comme je l'ai mentionné, a été créé un petit peu au débotté à la suite de la pression européenne. Et donc pour cette raison-là, précisément, comme il fallait avoir un dispositif qui puisse être opérationnel très rapidement, les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe par les producteurs d'électricité seront celles qu'il y a de plus simple et de plus commun, à savoir l'annexe à la déclaration de TVA. Et donc à cet égard, il a été prévu qu'il y ait il est envisagé, puisque les textes réglementaires ne sont pas encore pris, ils sont en cours de concertation avec les professionnels, qu'il y ait une première déclaration et un premier paiement en juillet 2023. Potentiellement un acompte à la fin de l'année pour anticiper le paiement au cours de l'année 2024. Et enfin, ce fameux paiement et cette déclaration en juillet 2024. Et donc c'est après ces échéances, donc tout d'abord, après l'échéance de juillet 2023 pour la période de taxation rétroactive, enfin en tout cas rétrospective de 2022, et après juillet 2024 que nous disposerons des données de rendement effectif de la contribution. En sachant qu'à cet égard, le souhait du Sénat d'avoir un détail par filière a été entendu, puisque au contraire de ce qui est habituellement pratiqué en annexe à la CA3, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin d'une concertation un petit peu approfondie avec les professionnels et de certains travaux informatiques un petit peu plus lourds que d'habitude, et de bien avoir une déclaration qui fasse le détail par filière technologique. Donc ça, c'est sur le volet déclaration paiement et des éléments de calendrier sur les moments où on aura effectivement, les données fiscales. En termes de mise en œuvre, à ce stade, les réflexions et les échanges se sont essentiellement centrés d'une part avec la CRE, la DGEC et RTE pour gérer le dispositif qui est prévu par la CRE, pour savoir comment seront traités les revenus qui sont liés aux actions de RTE. Il y avait tout un débat un petit peu compliqué, qui était d'ailleurs également existant au niveau européen, sur la bonne manière de prendre en compte les revenus qui sont liés aux actions de RTE pour ne pas perturber les actions de RTE en faveur de la sécurité du réseau. Et donc il y avait effectivement une soupape de sécurité qui avait été introduite via la possibilité pour le gouvernement de prendre un arrêté dans la loi. Et donc à ce stade, les travaux et les réflexions qui ont été conduits avec les trois organismes que je viens de mentionner montrent qu'a priori la loi est directement bien tombée, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des ajustements dans la manière dont seront appréhendés les revenus générés par les actions de RTE. Et effectivement, ce point-là, ça a été notre point d'attention et de réflexion prioritaire, puisqu'il ne s'agissait certainement pas de créer des incitations qui mettraient le réseau électrique en danger. L'autre aspect qui a donné lieu à des réflexions et à des échanges prioritaires et assez intenses a été évidemment tout le volet concernant la taxation pas des déchets, mais de l'électricité produite à partir des déchets. Donc que le droit européen, effectivement, nous imposait d'inclure dans le dispositif, mais pour lequel il fallait trouver des solutions pour que l'État ne vienne pas prendre une rente qui était déjà captée par les collectivités locales, notamment quand elle servait à amortir des hausses de coûts du service de public de gestion des déchets. Et donc il y a eu comme le dispositif, vous l'avez constaté, a été conçu et rédigé rapidement et d'ailleurs considérablement amélioré à la demande du Sénat. Il y avait
tout un besoin d'explication et d'explicitation auprès des collectivités locales. Et il y a notamment eu des nombreux échanges avec la Morse en particulier sur ce sujet. Donc voilà pour le volet mise en œuvre, hein, qui n'est pas terminé, mais dans lequel on a priorisé, enfin voilà, deux sujets de fond qui étaient la sécurité du réseau et la clarification d'un certain nombre de choses pour les collectivités territoriales, et enfin le volet déclaratif, paiement et collecte des informations fiscales, qui lui n'est pas encore complètement finalisé et dont on espère une première échéance en juillet. S'agissant enfin des questions d'estimation du rendement, donc comme l'a mentionné Timothée Furoy, le marché s'est retourné depuis le moment où la loi a été adoptée. L'impact de ce retournement du marché sur le rendement de la contribution de la rente inframarginale d'électricité est assez compliqué à évaluer. Donc c'est un travail qui est en cours, hein, il n'est pas finalisé, mais pour bien se rendre compte de la difficulté de l'exercice, il faut bien voir que la contribution sur la rente inframarginale, elle est assise sur toutes les ventes d'électricité donnant lieu à une fourniture en 2023. Donc vous avez à la fois de l'électricité qui a été vendue en 2022 et de l'électricité qui est en train d'être vendue ou qui sera vendue en 2023. Ce retournement du marché, donc, comme je viens de mentionner, il concerne uniquement la deuxième fraction de l'assiette. Et donc, pour pouvoir l'estimer de manière précise, ça implique de faire des hypothèses par construction très constructives sur la manière dont chacun des opérateurs a géré son portefeuille d'actifs, c'est-à-dire de savoir avec quelle stratégie il a vendu l'électricité. Est-ce qu'il l'a vendu plutôt à l'avance, plutôt en retard, etc. Et ça, c'est particulièrement compliqué, et ça l'est d'autant plus qu'on ne peut pas répliquer le comportement historique des acteurs, puisque les acteurs, comme ils étaient confrontés à une situation exceptionnelle, ils ont géré leur portefeuille de manière exceptionnelle. Donc voilà, je veux dire, on ne peut pas vous donner des chiffres tant que les travaux ne sont pas terminés à ce sujet. D'autant que ça implique, d'ailleurs, c'est absolument pas la direction de la législation fiscale qui est en première ligne sur ces estimations, puisque comme je viens de le mentionner, ça implique de faire des hypothèses économiques assez poussées sur le comportement économique des acteurs. Mais je n'ai guère de doute que ces points pourront être clarifiés et mis sur la table assez rapidement, par exemple à l'occasion du prochain Haut Conseil des finances publiques. Voilà, peut-être que je laisse M. Furoy s'exprimer sur le volet dépenses. Ça me paraît être une bonne idée, mais peut-être avant de prendre la parole, si on comprend bien, il y a eu peut-être un engagement ministériel un peu rapide à nous donner des chiffres mois par mois. Je pense vous que... n'allez pas le dire, mais comme ça. Mais je pense pas que ça pouvait concerner la fiscalité, puisque les deux taxes ne sont perçues qu'en une fois sur une base annuelle. Donc on peut vous dire 0 tous les mois, sauf le mois où les gens vont payer. Mais... Ah, mais c'est intéressant. Bon, Monsieur Furoy. Alors, moi je peux donner quelques chiffres, puisque la Commission de régulation de l'énergie a examiner un certain nombre de dépenses dans des délibérations récentes. De mémoire, dans le PLF, tel qu'il était initialement présenté par le gouvernement, les mesures de bouclier tarifaire devaient être estimées à 45 milliards d'euros. Et puis au cours de l'examen, il y a eu la mesure d'amortisseur qui a été estimée à 3 milliards d'euros, donc avec des crédits du même montant qui ont été ajoutés. Et il y a eu 6 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui ont été ajoutés pour à la fois tenir compte du fait que l'estimation des recettes de CSPE que le gouvernement avait faites quand il avait présenté le PLF, et donc de mémoire aussi, c'était 36 milliards d'euros de recettes dans la version présentée. Donc si je récapitule, on était à 45 milliards de dépenses, 36 milliards de recettes, ce qui faisait 9, plus 3, qui étaient les dépenses résiduelles de CSPE dues au titre de l'année 2022, mais qu'on paye en janvier, puisque les charges de CSPE, c'est un calendrier qui n'est pas annuel. On les paye de février
à janvier. Donc voilà, et ça faisait les 12 qui étaient le budget du programme 345 dans la version initiale. Donc à ces 12 se sont rajoutés les 3 de l'amortisseur et les 6 supplémentaires qui font les 21 qu'on a actuellement. Et donc les 6 supplémentaires, c'était parce que la Creux avait début octobre ou en novembre, enfin je sais plus, début novembre, révisé les estimations de charges qui en fait sont des recettes de CSPE pour 2023 à 32 milliards d'euros. Et pour tenir compte aussi d'élargissement des boucliers collectifs qui étaient prévus à cette époque. Voilà. Donc 45 de dépenses initialement, et puis effectivement quelque chose comme 50 si on rajoute les 3 de l'amortisseur plus les 2 qui étaient prévus par les amendements qui avaient abondé le budget au cours de l'examen du PLF. Dans les délibérations de la Creux que l'on a à ce stade, alors qui sont de toute façon des estimations provisoires à 2 titres. C'est que d'une part, elles reposent sur des projections de prix qui peuvent encore évoluer et qui reposent aussi sur des prévisions de portefeuille qui peuvent encore évoluer, notamment s'agissant de l'amortisseur, puisque les fournisseurs ont dû, je dirais, déclarer à la Creux leurs charges estimatives pour l'année 2023 avant que leurs clients ne se signalent auprès d'eux qu'ils sont éligibles. Donc ils ont estimé dans leur portefeuille de clients ceux dont ils pensaient qu'ils étaient éligibles à l'amortisseur, mais un fournisseur n'a pas la connaissance exacte de ce qu'une entreprise est, une TPE, une PME ou autre chose, évidemment. Donc c'est estimatif à 2 titres, en volume et en prix. Et aussi, donc un point qui est important, c'est que dans les dépenses de 2023, il y a un reliquat de dépenses de 2022, puisqu'en réalité, en 2022, il y a eu très peu de dépenses au titre des boucliers. Il y a eu des acomptes sur le bouclier électricité pour 131 millions d'euros. Il y a eu des acomptes sur le bouclier gaz, loi de finances, pour 580 millions d'euros. Et il y a eu le paiement pour la première période, si je puis dire, du bouclier collectif en gaz. Donc la première période, c'est novembre 2021, juin 2022, pour 590 millions d'euros. Les montants du bouclier gaz de la loi de finances qui ont été estimés par la Creux dans sa délibération de novembre dernier pour l'année 2022 étaient de 3,5 milliards. Donc sur ces 3,5 milliards, il y a 580 millions d'acomptes qui ont été versés, et donc il y a par conséquent 3 milliards qui restent à payer cette année au titre du bouclier gaz de l'année 2022. S'agissant du dispositif d'habitat collectif, alors là c'est plus difficile. Donc c'est un dispositif qui est ex post. Le montant, comme je le disais, pour la période novembre-juin, il est connu puisqu'il a été déclaré, le guichet est payé. Donc c'est de l'ordre de 590 millions d'euros. Le montant pour le second semestre, il n'est pas encore connu. Les guichets habitat collectif pour le second semestre 2022, les dépôts de dossiers doivent se faire d'ici au 1er avril et même jusqu'au 1er juillet. Enfin voilà, 1er avril, 1er juillet. Donc c'est dans cette période-là qu'on connaîtra le montant définitif des boucliers collectifs gaz, second semestre 2022, et électricité pour le second semestre 2022. Sur le dispositif collectif, pour le second semestre 2022, a priori, on ne voit pas trop on pense que notre estimation n'a pas tellement changé en réalité, donc on serait probablement sur de l'ordre de 3 milliards.
Et maintenant sur les dispositifs de 2023, donc ceux qui ont fait l'objet de délibération de la CRE en début d'année. On a des chiffres qui sont en baisse par rapport à ce qu'on estimait pour les raisons que j'indiquais au départ. Le bouclier électricité individuel, le montant total, tel que la CRE l'a délibéré, c'est 23 937 milliards d'euros, donc presque 24 milliards d'euros. C'est un petit peu en dessous de l'estimation du PLF. Et là où il y a une très forte baisse, c'est sur le bouclier gaz individuel, où donc là, l'estimation de la CRE ne porte que sur le premier semestre 2023, mais c'est de l'ordre de 1,8 milliard, là où le PLF initial, pour l'ensemble des dépenses de bouclier gaz, vous voyez 18 milliards d'euros de dépenses en 2023. Donc, on a les 3 milliards résiduels de 2022 à payer en 2023, le 1,8 milliard que la CRE a estimé dans sa délibération de janvier et les boucliers collectifs, mais on est donc a priori, vu d'aujourd'hui, en dessous sur le gaz par rapport à ce qui était estimé initialement. Et s'agissant de l'amortisseur, alors l'amortisseur, comme on l'avait évoqué, il y a eu des évolutions entre le dispositif tel qu'il avait été estimé quand il a été présenté au PLF et celui qui a été mis en œuvre, puisqu'il y a le dispositif spécifique pour les TPE qui a été prévu entre-temps, en début février, qui consiste à appliquer des conditions tarifaires spécifiques. Est-ce que la délibération de la CRE de février nous dit sur le coût de ce dispositif? C'est que dans son ensemble, ce serait 3 667 milliards sur l'année 2023, dont 600 millions de mesures de suramortisseurs TPE. Donc finalement, s'agissant de l'amortisseur, l'estimation est assez proche, si on fait abstraction de la mesure TPE qui n'était pas estimée initialement, assez proche de l'estimation qui avait été faite lors de la présentation du PLF. Voilà ce que je peux vous en dire. Et donc, encore une fois, donc, ce sont des estimations, des chiffres tels qu'ils ont été déclarés, en tout cas délibérés par la Commission de régulation de l'énergie pour l'essentiel des dispositifs. Et ils sont susceptibles d'évoluer si les prix évoluent et si les volumes déclarés ne sont pas exactement égaux à ceux qui seront effectivement constatés en 2023. Et en contrepartie de ça, évidemment, les recettes de CSPE, compte tenu des prix qui sont plus faibles, seront moins fortes que les 32 milliards délibérés par la CRE en novembre. Et là, je dirais un peu pour les mêmes raisons que celles que Mathieu Deconinck évoquait, c'est beaucoup plus difficile de donner une estimation de ce que seront les recettes réelles de CSPE en 2023, sachant que ces recettes-là seront redélibérées par la CRE en juillet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les mises à jour des dépenses. Alors après, il y avait un certain nombre de questions sur les dispositifs en eux-mêmes. Vous aviez des questions sur les trous dans la raquette et les évolutions qui ont été faites. Donc effectivement, il y avait la question des habitats collectifs chauffés à l'électricité qui initialement n'étaient pas pris en charge par un dispositif. Ça a été, je crois que ça avait été évoqué dans le débat au PLF et comme ça avait été convenu, ça a été mis en œuvre par des décrets qui sont parus en toute fin d'année dernière, le 30 décembre, je crois.
Et donc, ce sont des dispositifs qui s'appliquent sur le second semestre 2022. Enfin, donc, il y a un décret qui concerne le second semestre 2022 pour l'habitat collectif qui utilise de l'électricité et un dispositif qui s'applique sur l'année 2023 pour cela. Les éligibles à ce dispositif sont les mêmes que ceux qui sont éligibles, enfin, les structures juridiques qui sont éligibles à l'habitat collectif en gaz. Et sur l'habitat collectif en gaz, il y a eu des élargissements progressif du champ des éligibles, puisque notamment ont été ajoutés à partir du 1er juillet de 2022 les casernes de gendarmes, les EHPAD, les logements en intermédiation locative. Voilà, essentiellement, c'est ces catégories-là qui ont été ajoutées en juillet, et sachant qu'il y a d'autres organismes qui sont ajoutés en janvier 2023, qui sont notamment des structures d'aide de l'aide sociale à l'enfance, des établissements de protection judiciaire de la jeunesse qui avaient été, je dirais, omis dans les premiers dispositifs. Voilà, donc on a eu un dispositif qui s'est effectivement ajusté et complété sur le bouclier collectif gaz au fil des périodes, et le dispositif électricité reprend in fine le périmètre tel qu'il a été ajusté en gaz, puisqu'effectivement en électricité il a été mis en œuvre dans un second temps. Vous aviez des questions sur les taux de recours des chèques énergie exceptionnels et d'une manière générale, enfin, est-ce que les gens comprennent bien les dispositifs? Il nous semble en tout cas que s'agissant des boucliers tarifaires individuels, qui sont de toute façon d'application automatique, que ça marche assez bien. L'amortisseur électricité, il a été mis en œuvre dans des délais très contraints, puisque entre l'adoption de la loi de finances, les textes réglementaires et la mise en œuvre qui commençait à s'appliquer, il prend effet depuis le 1er janvier de cette année. Pour les fournisseurs notamment, il y avait un très gros travail sur les systèmes informatiques et de facturation pour réussir à implémenter le dispositif dans les premières factures. Il y a eu un très très gros travail qui a été mené et ça a été effectivement mis en œuvre dans les premières factures de l'année. Et il me semble que c'est une belle réussite. Alors à ce stade, j'évoquais au début qu'on avait de l'ordre de 850 000 attestations. Tous les éligibles, a priori, enfin en tout cas, vu des fournisseurs, ça ne représente pas la totalité de ce qu'eux anticipent comme potentiellement éligibles. Donc il reste des gens éligibles à aller chercher. Voilà. Sur les chèques énergie, oui, pardon, du coup, sur les taux d'usage. Alors évidemment, quand on parle de taux d'usage du chèque énergie en général, on le regarde au terme d'une campagne, au terme complet de la campagne qui dure sur un an. Donc là, on parle de chèques qui ont été attribués en toute fin d'année, voire début de cette année, s'agissant du chèque énergie exceptionnel général. Donc, ça fait simplement quelques mois, donc nécessairement le taux d'usage, il ne peut pas être comparable à celui d'une campagne normale de chèque énergie. On le verra dans un an, au terme de sa durée de validité. Mais il est, j'essaie de retrouver le chiffre que j'avais vu tout à l'heure, il est de l'ordre de 57%, il me semble. C'est ce qu'on a lu dans la presse. Voilà. Un peu plus de 57%, effectivement. Et s'agissant des chèques fuel et chèques bois, il nous semble que les personnes
qu'ils l'ont demandé par rapport au nombre potentiellement éligible, que le ratio est pas très élevé. Donc là, alors d'une part, il y a des dates limites de demande de ces chèques exceptionnels qui sont respectivement au 31 mars et 30 avril. Et donc là, il y a une réflexion sur maintenir le portail ouvert. Maintenir le portail ouvert plus longtemps pour permettre l'accès, renforcer la communication avec enfin voilà, on étudie des actions de ciblage par l'ASP auprès des ménages qu'elle connaît, pour leur signaler que s'ils sont chauffés au bois ou au fioul, ces aides existent et qu'il faut les demander. Donc c'est effectivement des actions sur lesquelles on est en train de travailler. Monsieur Furoy, je vais vous proposer quelques questions complémentaires, comme ça on va terminer. Donc Arnaud Bazin, puis Jean-François Rapin, Sébastien Meurant. Merci Monsieur le Président. Vous avez évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises le bouclier collectif gaz. Donc moi j'ai un exemple dans le secteur du logement social qui m'interroge. Donc je vais vous retransmettre les informations que j'ai eues. Vous avez expliqué que le bouclier avait vocation à ramener le prix pratiqué pour le gaz, la fourniture de gaz dans les offices de HLM vers le prix théoriquement régulé, qui va disparaître, on a bien compris, mais quand même qui a une réalité. Et moi j'ai constaté pour un ensemble de 1000 logements sociaux une augmentation de la facture de gaz d'1 million d'euros, l'augmentation. Et ce qui est prévu par le gestionnaire, c'est une aide de 250 000 euros. Donc est-ce qu'on est dans l'esprit de ce que vous avez annoncé? Merci Arnaud. Sébastien Meurant, puis Charles Guenet. Merci Monsieur le Président, merci messieurs d'être ici. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, parce que de se rendre compte que on n'y comprend rien. Ce qu'on demande, c'est combien ça rapporte, combien ça coûte. Et si on prend un peu de recul, on en est là parce qu'on a fait exploser un marché qui fonctionnait très bien, le marché de l'électricité en France, qui était les prix que EDF nous donnait. Bon, ça, vous n'êtes pas responsable de ça, évidemment. On est devenu dans un système UBEX, qu'on a fait remplir des règles au niveau européen qui nous amènent à ce système actuel. Et là, c'était combien ça coûte, combien ça rapporte. Vous expliquez que pour l'instant, on ne peut pas savoir. Là, le gaz réglementé pour les particuliers va se terminer. 3 remarques, c'est la deuxième. Donc au mois de juin. Donc là, nous recevons, en tant que particuliers, les particuliers reçoivent toute une liste de sociétés auxquelles il faut se renseigner. Ben, certaines, déjà, ont résilié les contrats, ou ont fait faillite. Pour ça, c'est quand même absolument incroyable. Et là, au titre de la délégation entreprise, puisque avoir fait un certain nombre de déplacements avec d'autres ici, à chaque fois, petites, grosses, ETI, nous ont expliqué que leur facture d'énergie avait, malgré toutes les l'inventivité du gouvernement explosé et que ça posait un véritable problème de compétitivité. Et je termine parce que je regarde presque tous les jours les prix spot de l'énergie. Aujourd'hui, on exporte de l'électricité, on en importe d'Allemagne, électricité fabriquée au charbon, parce qu'elle est moins chère, et on exporte dans les pays où c'est moins cher. Le système est complètement ubuesque. Et là, s'il y a beaucoup de personnes qui regardent, ce que je souhaite, c'est que cette réglementation est vraiment complexe. Merci. Merci Sébastien. Charles Guenet, puis Vincent Segouin. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, messieurs, vous nous avez exposé le fonctionnement des textes, mais il y a aussi leur déclinaison sur le terrain et, à titre personnel, les remontées que j'ai notamment de communes, de collectivités, c'est que ça ne se passe pas aussi simplement. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont en dessous des seuils, etc., à qui on a demandé des options pour telle date, etc., dont les éléments sont perdus et qu'on continue, enfin, ou plutôt qu'on refacture maintenant à des tarifs exorbitants. On leur dit que ça sera régularisé, etc., ce qui peut expliquer qu'il est très difficile de faire le point à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous avez des remontées à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une cellule dédiée qui s'occupe de
toutes ces difficultés et auxquelles sont confrontées, je veux dire, les collectivités sur le terrain pour l'application de ces textes. Merci Charles. Vincent Segouin, Christian Billac. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur les recettes exceptionnelles de Total cette année, en ayant acheté de l'électricité à EDF à des prix relativement bas, qu'ils ont revendu à EDF toujours à des prix relativement hauts, que EDF a revendu à des particuliers à des prix plafonnés. Donc d'un côté 36 milliards de bénéfices, de l'autre côté moins 7 milliards de déficit, avec un rachat total de EDF par l'État, puisque donc l'argent public. Comment il y a forcément un trou dans la raquette. Comment cette situation est-elle possible? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez trouvé des paramètres pour ne jamais revivre cette situation? Et le troisième point, c'est, je voulais juste, au niveau du personnel d'EDF, est-ce qu'il y a les compétences de chez Total? Merci Vincent, même si je me demande si cette question n'est pas plus à adresser au ministre tout de même qu'aux deux sous-directeurs qui nous font l'amitié de venir présenter leurs chiffres et leurs difficultés aussi, d'une certaine façon. Christian Billac. Merci, Monsieur le Président. Je me rappelle qu'on avait évoqué toute la complexité et le manque de lisibilité ici en Commission des Finances, avant le vote du projet de loi des Finances. Et puis, on constate qu'il y a des trous dans la raquette. Notre rapporteur spécial, Christine Navarre, a évoqué, par exemple, les boulangers dont le problème a été soulevé plusieurs fois dans l'hémicycle. Monsieur le rapporteur général, vous avez précisé qu'on avait voté dans la nuit, effectivement, et moi je dirais avec une certaine obscurité. Aujourd'hui, malgré l'engagement ou notre demande d'être éclairé tous les mois, eh bien, je dois vous dire que pour ma part, je reste toujours dans le noir et que j'espère qu'on va pouvoir rétablir la lumière et y voir un peu plus clair dans quelques temps, parce que pour l'instant, on n'a guère plus de lisibilité que quand on a voté ce dispositif, et je le regrette. J'espère que la Commission des Finances pourra être éclairée, c'est le cas de le dire, sur le volet dépenses et le volet recettes, parce que c'est quand même un solde qu'il faudra avoir sur ce dispositif. Merci Christian. Oui, avec un peu de recul, on se dit qu'on avait eu la prétention, durant une nuit, d'essayer de comprendre un système où finalement, après 3 mois, on comprend les questions. Il faut pas comprendre les questions. Mais en tout cas, effectivement, on n'est pas éclairé sur les résultats, quoi, sur le truc. Moi, j'ai juste une seule question, finalement, c'est quand on prend les choses positives, c'est-à-dire, par exemple, la baisse du prix du gaz, et donc un coût pour l'État moindre, si je puis dire, d'une certaine partie. Mais quand on prend aussi des éléments négatifs, c'est-à-dire qu'évidemment, la rentrée inframarginale, évidemment, ne sera pas de même nature, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un effet en dépenses et un effet en recettes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, budgétairement, vous avez l'impression qu'il y a un risque dans quel sens est le risque, quoi? Autrement dit, est-ce qu'on a plutôt surévalué la dépense et donc, bon, budgétairement sur l'année 2023, les choses, tout ce qui est dans le PLF devrait fonctionner, bon, ou est-ce qu'il y a plutôt l'idée qu'on pourrait avoir une nécessité de rajout budgétaire? Déjà, au moins cette vision à la grosse, si je puis dire, qui nous permettrait déjà de savoir un peu comment on se situe. Est-ce que vous êtes capable d'avoir une vision de ce type, ou est-ce que ce n'est pas encore suffisamment décanté pour pouvoir répondre à cette question? Voilà, c'est pas si oui, c'est pas. Hein, sur cette dernière question, alors comme je l'ai indiqué, hein, le bilan global n'a pas été fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les recettes, et d'ailleurs elles étaient conçues comme ça, étaient beaucoup plus assises sur les prix spot, donc les prix de l'année 2024, parce que justement il y avait un souhait qu'il y ait le moins de surmarge possible qui soit faite en 2024. En revanche, les dépenses
comme sur le volet dépenses, vous avez essentiellement, enfin pas essentiellement, mais vous avez en grande partie de l'électricité qui a été vendue à l'avance et donc qui a moins supporté les effets de marché. Donc le volet recettes était par construction beaucoup plus volatile dans les deux sens d'ailleurs que le volet dépenses. Voilà, après je ne sais pas vous en dire beaucoup plus sans contredire ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'état des calculs. Qui veut répondre aux questions qui vous ont été posées par les collègues? Oui, je vais continuer. Non, effectivement, enfin, pour compléter ce que vient de dire Mathieu Deconinck, sur le gaz, les dépenses sont très dynamiques. En fait, je dirais qu'il y a une très bonne corrélation entre les dépenses de gaz et les recettes d'électricité de CSPE, parce que tout ça, c'est relativement du marché de court terme. Et donc, ce qui veut dire que les factures des clients sont structurellement plus dynamiques en gaz, alors qu'en électricité, notamment parce que la construction des tarifs est différente, et que le tarif de l'électricité est plutôt est construit sur un approvisionnement 24 mois, donc il y a une inertie dans le tarif de l'électricité qui fait qu'il n'est pas sensible ou peu sensible, en tout cas beaucoup moins sensible aux évolutions de prix de court terme. Vous aviez, monsieur, une question sur le bouclier collectif et un exemple. Alors je ne saurais pas exactement précisément vous répondre, mais on pourra examiner, si vous le souhaitez, ex post, enfin le cas particulier. Il peut y avoir deux choses. C'est que si son prix antérieur résultait d'un contrat je ne sais pas, signé en 2020 pour 2-3 ans, enfin, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que le contrat s'est arrêté. Effectivement, déjà, entre le tarif réglementé gelé tel qu'on l'applique et ce prix de 2020, il y a nécessairement une hausse, puisque entre 2020 et le gel des prix, il y avait eu déjà une hausse importante sur les marchés. Donc ça peut expliquer une partie du sujet. L'autre point, je ne disais pas que le dispositif ramenait tous les contrats au niveau du tarif réglementé gelé. Je disais qu'ils avaient la même aide, qui était tarif réglementé non gelé moins tarif réglementé gelé. Et donc, si leurs prix sont différents, le prix in fine n'est pas nécessairement le tarif réglementé gelé. Et néanmoins... Pardon. Ne vous laissez pas interrompre. Et en revanche, ce qui a été justement prévu, parce qu'on a bien remarqué que certains pouvaient avoir signé des contrats, notamment à prix fixe, à des niveaux élevés, et donc en particulier s'ils ont signé leur contrat au second semestre 2022, ils peuvent être dans un contrat à prix élevé, durablement. Donc le dispositif par rapport à sa conception initiale, qui encore une fois répliquait le même montant d'aide que le dispositif légal pour les particuliers, a été complété pour les contrats signés au second semestre d'une aide complémentaire qui permet de réduire un peu plus la facture. Donc au-delà d'un certain montant, l'État prend 75% du surcoût. C'est comme ça que le dispositif est conçu. Ensuite, peut-être, pour revenir sur les questions de contrats qui sont signés et qui engagent, je ne me souviens plus qui avait posé la question, les conditions contractuelles peuvent-elles être révisées? Je vous donnerai le cas pratique. On le regardera. Donc juridiquement, le cadre légal, il est le suivant. C'est que, s'agissant des particuliers, les particuliers ont le droit de résilier à tout moment. En revanche, pour les autres, ce n'est pas le cas. C'est le droit contractuel, si je puis dire, normal, qui s'applique. Donc les parties sont liées par leur contrat dans les conditions prévues par le contrat. L'inconvénient,
si la loi, le cadre légal changeait et permettait la résiliation de tous les contrats, enfin, bon, déjà intervenir sur des contrats en cours, ça pose évidemment des problèmes juridiques, mais on passerait dans un système, donc si je me projette dans un monde dans lequel ce serait durablement le cas, ce serait un système dans lequel le fournisseur, en revanche, ne pourrait plus, lui non plus, s'engager sur des prix. Parce que si la contrepartie ne s'engage pas, l'autre contrepartie ne peut pas non plus s'engager. Donc en quelque sorte, ça voudrait dire que tout le monde serait libre de partir à tout instant. Et donc au final, si les prix montent, bah, c'est à l'inconvénient du client. Et si les prix baissent, bah, c'est à l'inconvénient du fournisseur. Donc voilà, c'est un choix. Je ne pense pas qu'il y ait de solution qui permette à la fois d'avoir une protection, une garantie de prix et la liberté de partir quand on veut. Ou alors on paye très cher la garantie de prix. Ça implique que le fournisseur se couvre contre le risque que le client ne reste pas sur la durée du contrat. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur de Coninck. Je voulais juste répondre à la question sur les marges d'achat-revente d'électricité par Total et les moins-values réalisées par EDF, parce que je crois qu'il y avait une question à ce sujet. Donc le dispositif de contribution de rente inframarginale, c'est un dispositif qui vise tous les producteurs, mais à partir du moment où vous êtes producteur, ça prend en compte effectivement tous les achats et ventes que vous faites, y compris quand vous achetez de l'électricité que vous ne produisez pas vous-même pour la revendre. Donc quand EDF a réalisé des moins-values très importantes parce qu'il a acheté de l'électricité très chère, vous mentionnez Total, mais en fait à beaucoup de personnes, et qu'il l'a revendue très peu cher puisqu'elle était plafonnée, cette moins-value est prise en compte en négatif dans la liquidation de la CRI et contribue du coup à diminuer d'ailleurs assez considérablement le montant du prélèvement qui est dû par cet opérateur. Inversement, quand vous avez un producteur qui fait des marges très importantes parce qu'il revend de l'électricité très chère qu'il a acheté peu cher, ces revenus réalisés sont pris en compte dans les revenus taxables pour les besoins de la contribution de la rente inframarginale d'électricité. Donc sur ce point-là, le dispositif, même s'il reste extrêmement frustre, répond dans le strict domaine de l'achat et de la revente d'électricité. Je ne parle pas des revenus pétroliers réalisés hors de France du tout. Donc ce dispositif était plutôt adapté, en tout cas quand on regarde les seuls producteurs d'électricité. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette audition forcément complexe, et nous vous remercions de nous avoir donné tous les éléments que vous avez en votre possession sur l'analyse, mais qui était effectivement très technique de toute façon, et il est complexe de rentrer pour nous totalement dans ces sujets. Et merci de nous avoir dit aussi que finalement, à ce stade, c'était très compliqué de connaître le point de sortie de cet ensemble. Il y a des mesures qui ont été utiles, qui ont été prises, il y a des coûts qui ont été estimés, des recettes qui ont été estimées, mais la vision bilancielle est encore bien loin de pouvoir être approchée complètement. On le sent bien dans vos propos, et même, j'allais dire, presque dans la construction des dispositifs tels qu'ils sont. Voilà. Ok, donc ça nous permet de moins pleurer sur le fait de ne pas avoir d'informations mensuelles, on va dire. On a compris que non seulement elles ne seraient pas encore là, mais qu'il faudra attendre encore plus longtemps pour avoir sans doute une estimation un petit peu de l'année en cours et des évolutions en cours surtout. Bien. Mais nous poursuivrons quand même nos demandes, malgré tout, sur ces sujets. Croyez-le bien. Bien, merci beaucoup en tout cas, messieurs.
Merci, chers collègues.